Donc, on va commencer maintenant notre TP, intent implicite. Donc, on a vu la séance précédente, l'intent explicite. Donc, les intents explicites permettent donc de exprimer la communication entre deux activités créées par le développeur. Par contre, l'intent implicite permet donc de concrétiser la communication entre une activité et une application système, une application déjà existante au niveau de système d'exploitation Android. Pour cela, soit on va utiliser l'application, voilà, le TP menu. Déjà, on a créé un menu permettant de représenter les différents types d'intent implicites. Donc, on peut utiliser ce TP pour l'utiliser donc au niveau des intents implicites ou on peut créer une nouvelle application. Donc, pour cela, je vais créer une nouvelle application, nouveau projet, mais je vais créer une nouvelle application avec Basic Views Activity. Donc, on va tester le Basic Views Activity et de plus, on va utiliser le menu qui est déjà prédéfini au niveau de Basic Activity, le menu optionnel déjà existant comme vous voyez. Donc, next, je vais l'appeler A intent implicit. Finish. Voilà donc notre nouveau projet. Juste il est en cours de compilation. Je vais tester le projet par défaut. Je vais exécuter notre émulateur. Voilà l'émulateur il est en cours de démarrage. On attend encore le démarrage de l'émulateur pour qu'on puisse exécuter et tester notre application. Donc, j'exécute ma première application. Voilà donc la compilation du premier projet. Donc, il y a une erreur. Donc, j'ai un problème au niveau donc, de l'installation. Pour cela, je dois changer le min SDK. Donc, aux versions 35. Par défaut, c'est 34. Je dois la changer. Le compile SDK plutôt, je dois la changer en 35. Donc, j'accède au build Gradle. Voilà, compile SDK 34, je vais la changer en 35. Oui, synchrone. Non. C'est un problème interne donc, au niveau de mon PC. Hein. Et maintenant, je vais exécuter cette application. Voilà donc, ça c'est notre application du type donc Basic Application.
avec le menu général qui contient seulement un item setting. Donc, on va utiliser ce menu-là pour ajouter les différents items. Les items donc, qu'on va tester et qui sont basés sur les intents implicites. Donc, si vous avez le TP menu qu'on a déjà fait, donc vous pouvez utiliser ce TP-là comme on a dit. Donc, pour qu'on utilise ce menu général, on doit accéder à ressources, menu, et voilà donc notre menu général. Je fais un zoom. Voilà donc l'item setting. Je vais ajouter 7 items. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le premier item, le titre, ça sera deal. L'ID, c'est item deal. Le deuxième, c'est browser. L'ID, c'est item browse. Le troisième, c'est SMS. L'ID, c'est item SMS. Le quatrième, ça sera email. L'ID, c'est item email. Le cinquième, ça sera call. L'ID, c'est item call. Le sixième, ça sera euh, caméra, pour dire caméra. L'ID, ça sera item cam. Et le septième, c'est galerie. Et l'ID, c'est item gallery. OK. Donc, on va préparer le clic sur l'item. Donc, au niveau de main activité. Voilà, donc, la fonction onOption item selected qu'on a vu, c'est déjà préparé. Donc, ici, on va ajouter les items, item par item. Donc, if l'item sélectionné, c'est r.id.item tier, on va mettre ici le code de item tier. On ne doit pas oublier le return true parce que euh, on a mis donc le n au niveau d'un return. OK. If r.id.item même chose. Et on n'oublie pas return true. Voilà, et donc compléter les 7 items. CTRL C. Donc, j'ai 2 items, 3, 4, 5, 6. Et on doit ajouter le septième. Donc, on a fait DL et SMS. Item browser. Item email. Item caméra. Item galerie. Et item call. Voilà, on a réalisé donc la récupération de l'item sélectionné au niveau de la méthode onOption item selected. Maintenant,
on va commencer le travail sur les intents. On va commencer donc par la plus simple, c'est l'item deal. Donc l'item deal, l'intent deal, elle permet donc de lancer l'application de téléphonie, l'application qui existe au niveau de notre smartphone. Donc pour gagner un peu de temps, je vais donc récupérer le code à partir d'un ancien projet. Voilà donc. CTRL-C. Voilà, je vais supprimer tout ce code. Donc, on va commencer par déclarer une chaîne de caractères qui contient le numéro de téléphone. Donc, var tel deux points string de type string contient le numéro de téléphone. On va déclarer ensuite une variable de type URI. Donc, on peut ajouter même le type URI. Voilà. OK. Égal. Donc, la classe URI.parse. Donc, on va convertir une chaîne de caractères vers un URI. Donc, la chaîne de caractères qu'on va convertir, c'est le, le numéro de téléphone, la chaîne de caractères contenant le numéro de téléphone, précédé par télé de points. Donc, on doit obligatoirement ajouter le télé de 2 points. Donc, on peut l'écrire de cette façon-là, ou on peut donc mettre tout dans une chaîne de caractères et on doit ajouter ici le dollar pour récupérer le contenu de la variable télé, pour interpréter cette variable-là. Maintenant, donc, on a créé une variable URI qui contient télé deux points avec le numéro de télé de téléphone. Si le numéro de téléphone existe dans une zone de texte, dans un edit texte, donc on doit concaténer télé deux points avec le contenu de cette zone de texte. OK. Après, on va déclarer une intent, comme on a fait au niveau de l'intent explicite. J'ai appelé cette intent DL intent. Donc, et cette intent contient deux paramètres. Une action intitulée action DL et la deuxième variable, c'est notre URI qu'on a préparé qui modélise le numéro de téléphone. Et après, start activité, le nom de l'activité, c'est DL intent. Donc, c'est quoi le rôle de cette entente-là? Elle va démarrer donc une application, c'est l'application de téléphonie. On va essayer de tester ce code-là, puis on va donc exprimer de plus ce code. J'exécute. Voilà, notre menu. Je clique sur Dire. Et voilà, notre application système de téléphonie a démarré et elle contient le numéro de téléphone qu'on a passé en paramètre. OK. Donc, on peut enlever le paramètre URI. On peut ne pas utiliser le URI. Dans ce cas-là, on va ouvrir l'application sans aucun numéro de téléphone. DL. Et voilà, l'application démarre sans aucun numéro de téléphone. Donc, on a deux options possibles. Voilà donc notre URI. OK. On peut écrire cette instruction-là d'une autre façon. C'est la suivante. Donc, je vais la commenter. Donc, CTRL-V. Je vais enlever le paramètre URI et je vais le passer à travers donc, la propriété date. Donc, DL intent.data égale
ULI. Donc, cette écriture, elle est aussi possible. Vous pouvez la trouver, vous pouvez la trouver dans plusieurs tutoriaux sur Internet. C'est bon? Je vais tester cette écriture-là. Mhm. Il y a un problème au niveau du démarrage de l'application, donc je vais stopper l'exécution et je vais réexécuter de nouveau. Même chose, donc c'est un problème au niveau de l'émulateur. Donc, la solution, c'est quoi? Je dois désinstaller l'application manuellement. monsieur. Oui, au moins. ثواني قصيت عليك باش نسألك على الدياس. اسكو شو عديوها على البراتيك بالبي سي ولا على الورقة؟ Donc, je vais fermer toutes les applications. Ça, c'est l'application normalement. Ça, c'est notre application. Donc, il y a un problème au niveau de l'émulateur. Je vais le fermer et le démarrer une autre fois. Je le démarre une autre fois. En attendant le démarrage de l'émulateur, on va essayer d'expliquer le rôle de l'action. Donc, ici, euh, normalement, au niveau des intents explicites, on utilise le nom de la deuxième intente à démarrer. Voilà l'intente à démarrer. Donc, ici, on utilise une action. C'est quoi l'action? Donc, l'action, chaque action au niveau Android, elle permet donc d'exprimer une application système. Pourquoi on n'utilise pas le nom des actions système, des applications système? Parce que le nom, voilà, le chemin de l'application système, ça change d'une version à une autre. Donc, depuis le sortie d'Android jusqu'à maintenant, il y a donc 36 versions, un numéro d'API, donc version d'Android. Donc, automatiquement, la structure d'Android, ça change d'une version à une autre. Donc, si on utilise le nom ou le chemin d'une application, elle peut donc, cette application, s'exécuter sur une version d'Android et ne pas être fonctionnelle sur une autre version. Pour cela, Android utilise une table de correspondance qui relie entre les actions, le nom des actions et les applications. Donc, le nom des actions, ça ne change pas au niveau de toutes les versions d'Android. Et dans ce cas-là, lorsque l'application s'exécute sur un OS Android, elle va consulter la table de correspondance, elle va consulter l'entrée accidentelle et elle va trouver donc l'application correspondante dans ce système d'exploitation. Dans ce cas-là, notre application va être fonctionnelle sur n'importe quel système d'exploitation Android. Donc, je récapitule, une table de correspondance dans chaque version d'Android qui permet de relier entre le nom des actions et l'application. Dans ce cas-là, on utilise le nom des actions. Donc, notre application va consulter la table de correspondance de l'OS où elle s'exécute. Elle va trouver l'action d'elle et elle va exécuter l'application qui correspond à l'action d'elle. OK?
On va tester notre application de téléphonie. Voilà. Deal. Et voilà. Notre application a été démarrée. Le numéro de téléphone est affiché. Il nous manque que l'utilisateur clique sur Call pour lancer l'appel téléphonique. C'est bon? Donc, on va passer maintenant à une autre entente. Donc, c'est l'entente, par exemple, SMS. Voilà. Ou browser. On va travailler maintenant sur le browser. Le browser, c'est le navigateur web. On peut ouvrir le navigateur web par défaut et on peut aussi passer un paramètre, c'est l'URL de la page web à ouvrir au niveau de notre émulateur. Donc, je vais chercher le code de navigateur pour gagner de temps. Voilà. Donc, j'ai utilisé une chaîne de caractères contenant l'URL à ouvrir. OK. J'ai converti l'URL en URI, comme on a fait au niveau de dire. Et je vais lancer une entente avec ActionView et avec le paramètre URI. Je veux supprimer ce paramètre. J'exécute. Donc ici, on va ouvrir seulement le navigateur sans aucun paramètre. Donc, browser. Voilà. OpenWIF. Euh, donc on va ouvrir le navigateur par défaut. Ben, on va maintenant ajouter l'URI. Voilà. Je l'exécute. Ah, j'ai cliqué sur dire. Donc, j'ouvre de nouveau notre application et je clique sur Browse. Et voilà, le navigateur s'affiche. Et le lien frtunisie.gov.tn donc est affiché. On va refaire de nouveau. Je l'exécute de nouveau. Mon problème donc au niveau de l'émulateur. Je permets toutes les applications. Je l'exécute de nouveau. Donc, je suis obligé de stopper l'émulateur de nouveau et de le réexécuter. En attendant le démarrage de l'émulateur, on va réaliser donc une autre proposition, c'est l'envoi d'SMS. Donc, pour l'envoi d'SMS, voilà.
Donc, on a déclaré une variable télé contenant le numéro de téléphone. Donc, un URI qui permet de convertir le numéro de téléphone, mais dans ce cas-là, il doit être précédé par SMS2. Au niveau de l'application de téléphonie, il est précédé par télé de points. Voilà. Au niveau de SMS, il doit être précédé par SMS2. OK? Donc, on peut écrire de cette façon-là, comme on a dit, ou on concatine avec la variable télé. Donc, notre intent, elle sera appelée SMS intent et elle va utiliser l'action action send to. Action send to. Et on va passer le paramètre URI. Je vais commenter ce code-là pour le moment et je vais essayer de tester mon application. On essaie de tester avant tout le navigateur, le browser. Voilà. Maintenant, on fait un retour et on va tester maintenant le SMS. Voilà, l'application de messagerie a été ouverte avec, donc on exécute notre application. Je vais tester donc l'envoi de l'SMS et voilà. Donc le numéro de téléphone, il est affiché et on a au CAMIS un contenu de message. Donc l'utilisateur, il va écrire le message puis il va envoyer ce message là au numéro de téléphone 97. Maintenant, on peut envoyer en utilisant le put extra qu'on a utilisé au niveau des ententes explicites, donc un message directement à l'application de messagerie. Donc, le message qu'on va envoyer, c'est bonjour. Le contenu, le clé de l'envoi, c'est SMS-babot en minuscule. Donc, on doit utiliser obligatoirement cette clé. Parce qu'on a vu au niveau de l'entente explicite que on peut envoyer avec n'importe quelle clé, mais obligatoirement, on doit récupérer la valeur envoyée avec la même clé. Et puisque on va ouvrir une application déjà existante, déjà prédéfinie, déjà développée. Donc, cette application de messagerie, elle est développée à récupérer la clé SMS-babot. Donc, on doit envoyer obligatoirement notre paramètre en utilisant cette clé. OK? Donc, on va l'exécuter. SMS. Et voilà, numéro de téléphone et le message, bon, bonjour. Donc, il nous manque seulement, c'est d'envoyer ce SMS. Maintenant, on va passer à la quatrième intent, c'est l'email. Voilà. Donc, pour l'email, voilà le code de l'email. Je vais supprimer ce commentaire. Donc, on va déclarer un tableau intitulé, donc array c'est permettant de déclarer un tableau de chaîne de caractères intitulé email dest. Donc, j'ai mis mon email et je peux mettre d'autres emails, par exemple. Donc, aa@gmail.com, virgule, un troisième email, bb@gmail.com.
.fr. Donc, .fr. Et voilà, donc j'ai trois mails de destination parce que vous connaissez qu'on peut envoyer un email à plusieurs destinataires. Pour cela, le premier paramètre, c'est un tableau de chaîne de caractères. Donc, on va créer une entente intitulée email, donc avec l'action action sent. Et on va passer plusieurs paramètres en utilisant PostExtra. Le premier paramètre, c'est email dest. On, on sait que PostExtra utilise donc deux paramètres, la clé, virgule, le paramètre. La clé ici, c'est déjà prédéfini dans des constantes, se trouvant dans la classe intent. Cette constante, donc, c'est une constante chaîne de caractères intitulée extra email. Son contenu, voilà, le voilà, c'est Android.intent.extra email. Ça, c'est la clé normalement qu'on doit écrire. Donc, on peut écrire directement la clé ou on utilise déjà la constante prédéfinie donc pour simplifier l'écriture du code source. Voilà. Donc, le deuxième paramètre, c'est le sujet avec la clé extra subject. Et le contenu, ça sera cours Android. Le troisième, c'est le texte de l'email. Donc, avec la clé extra texte, le contenu, ça sera les intents en Android. On doit définir un type de message parce que l'action send peut envoyer plusieurs types de messages. Donc, on va utiliser le message ayant le type message slash RFC 822 et on démarre notre intent. Donc, on utilise, on exécute notre application. Le voilà notre émulateur. Et on va tester l'envoi d'email. Je clique sur email. Voilà donc. On utilise l'émulateur pour la première fois. Donc, il n'y a pas une boîte d'email qui est déjà préconfigurée. Pour cela, il nous propose d'utiliser la boîte Gmail. Bon, je dois passer par plusieurs étapes de configuration. Je dois ajouter donc ma boîte email ici pour qu'elle soit, pour qu'on puisse envoyer. Donc, mais donc, pour ne pas perdre de temps, si j'ai une boîte email déjà préconfigurée dans l'émulateur ou dans un smartphone, donc la boîte email va être ouverte automatiquement. La partie destination, elle va être remplie par ce trois email. Le sujet, il sera cours Android et le texte, ça sera les intents en Android, les intents en Android. OK? Donc, on va terminer. Non, il nous reste trois types d'ententes. Donc, on va euh, continuer avec le call, l'item call. Donc, le call, c'est l'envoi de l'appel téléphonique directement. Donc, euh, la différence entre Action Call et Action Deal, donc Action Deal, on ouvre l'application de téléphonie. Par contre, Action Call, elle permet de lancer automatiquement l'appel téléphonique. Donc, pratiquement, c'est le même code. Pour cela, je vais de copier-coller ce code-là, le code de ActionDeal qu'on a déjà fait. Voilà. CTRL-C, CTRL-V. Je vais la nommer call intent. Ça, c'est call aussi, call intent. Le même nom, on doit avoir. Je vais faire un copier-coller, c'est plus simple. Copier, coller et coller. L'action, ça sera accès call. Voilà. Je vais tester ce code-là.
Donc, je vais cliquer sur Call. Voilà. J'ai pas obtenu aucun résultat. Je réexécute de nouveau. Call. Et voilà. J'ai obtenu donc une erreur. C'est quoi? Il y a un problème au niveau de l'application. Pour cela, elle a crash. Elle a crashé. Lorsqu'une application ça crash, donc je dois ouvrir le local et je dois voir le problème. Voilà, je dois chercher la première ligne. Voilà donc. Il m'indique qu'il est impossible d'ouvrir cette atteinte. Permission denied. Donc, il nous manque une permission. La permission qui donc manquante, c'est call for. Donc, pourquoi, je vais effacer le contenu local. Pourquoi il nous manque une permission au niveau de l'action call? Parce que l'appel sera réalisé automatiquement. Donc, dans toutes les ressources critiques, on doit ajouter des permissions pour chaque ressource pour que le développeur n'ajoute pas du code qui peut réaliser des traitements non souhaitables par l'utilisateur final. Donc, la permission, c'est pour garantir une bonne utilisation, une utilisation sécurisée à l'utilisateur. OK? Donc, dans ce cas-là, on doit ajouter la permission call phone. L'ajout de la permission, il doit être au niveau de manifest. Voilà donc. Au niveau de application, au-dessus de application, donc on va ajouter la balise uses permission. Voilà. Je vais chercher, j'écris ici pour chercher la permission call phone, entrée, et je mets le slash pour donc fermer cette balise-là. Je trouve une erreur. Je vais maintenant trouver une solution. Il me propose d'ajouter donc, je vais chercher l'infobule. Donc, add use future. Voilà. Donc, le use future contient l'utilisation de hardware de téléphonie. OK. Maintenant, je vais l'exécuter de nouveau. Je clique sur Call de nouveau et l'application ça crache de nouveau. J'accède au local. Je vais voir donc le message d'erreur. Voilà le message d'erreur. Donc, j'ai déjà supprimé le message d'erreur, l'ancien message d'erreur. Donc, malgré ça, je trouve le même message permission denied. La permission de quoi? C'est de call phone aussi. Donc, malgré que j'ai ajouté la permission, voilà. Donc, le défaut, c'est quoi? Donc, la permission, c'est déjà ajouté, OK. L'influence de cet ajout de permission, c'est d'ajouter la permission au niveau de l'APK. Mais l'utilisateur, il n'a pas autorisé de passer un appel téléphonique. Donc, il manque l'avis de l'utilisateur. Pour cela, donc, je clique sur cette application-là, sur App Info. Donc, long clic sur l'icône App Info. Voilà permission, la catégorie permission de l'application. Voilà donc la permission false, ça existe. Donc, avant d'ajouter la permission au niveau de Android manifest.xml, donc cette rubrique, ça n'existe pas. Maintenant, cette rubrique, elle existe, mais cette permission n'est pas allouée.
Donc, je clique sur cette permission et je mets Allow. Maintenant, je vais exécuter de nouveau l'application. Je clique sur Call et voilà l'appel téléphonique et dis-moi. Donc, comme vous avez vu, l'appel téléphonique a démarré directement. Pour cela, il nécessite une autorisation de l'utilisateur. OK. Normalement, on a bien compris l'utilisation de permission, mais ça nous manque une autre chose très importante. Donc, lorsqu'on crée une application qui nécessite une autorisation, l'application ne doit pas cracher. Selon notre développement, l'application se crache et on doit ajouter manuellement, on accède au niveau de paramètres pour ajouter la permission. Un utilisateur qui n'est pas un informaticien peut ne pas comprendre comment il accède aux paramètres pour allouer la permission. Pour cela, donc, on doit tester ici, avant le start activité, on doit tester est-ce que la permission existe ou non. Si la permission existe, il démarre. Si la permission n'existe pas, donc, on va commencer par un simple affichage d'un message. OK? Donc, je vais désallouer la permission pour qu'on puisse tester notre code. Donc, permission. Je clique sur phone et don't allow. Voilà, lorsque je exécute mon application, normalement, ça va se cracher de nouveau. Call. Voilà, elle se crache. Donc, je vais ajouter le code pour tester est-ce que la permission existe ou non. Voilà. Donc, je vais utiliser ce N. Donc, avant le start activité. Voilà. Il nous manque un fin. Je supprimer ce start activité. Donc, when context compat. Point check self permission. Donc, check self permission, c'est la fonction. Donc, je peux supprimer le context compat. Et dans ce cas-là, c'est pas la peine. Donc, context compat, point check self permission. Donc, cette méthode, elle utilise deux paramètres, le contexte que sera this et la permission que ce sera call phone. Donc, pour call phone, c'est déjà importé ici. Lorsqu'elle n'est pas importé, donc je clique ici. Avec Alt Entrée, je l'importe la bibliothèque contenant call phone. Donc, je vais tester la permission call phone. Est-ce qu'elle est égale à permission guaranteed? Même chose pour permission guaranteed, il faut importer la bibliothèque contenant cette permission en utilisant Alt Entrée. Et pour moi, c'est déjà importé, voilà. Je vais la supprimer. Voilà. Donc, Alt Entrée. Donc, il me propose deux bibliothèques. Alt Entrée. Donc, je vais utiliser la permission se trouvant dans Package Manager. Voilà. Donc, si la valeur de retour de check self permission est égale à permission guaranteed, donc j'ouvre les accolades. Et dans ce cas-là, la permission, elle est garantie, elle est allouée
Donc, je démarre l'activité. Call intent. Dans le cas inverse, qu'est-ce que je vais faire? Dans le cas inverse, donc, je vais faire un toast. Voilà. Donc, il nous manque un accolade. Donc, je vais faire un toast. Donc, toast.make text. Le contexte, c'est this, virgule. Le message à afficher, c'est permission inexistante. La durée du toast, donc, elle se trouve dans la classe toast, toast.length long, et je dois afficher ce toast, donc, point show. Voilà, j'exécute. Là, les permissions n'est pas allouées. On a déjà supprimé, désalloué cette permission. Pour cela, lorsque je clique sur call, voilà, un message intense qui s'affiche, permission inexistante. Je vais refaire ce traitement. Voilà, permission inexistante. Lorsque j'alloue la permission, app info, permission, phone, allow, j'exécute l'application, je clique sur call, et voilà l'appel téléphonique. Donc, je vais faire désallouer pour terminer le reste du travail. OK. Dans ce cas-là, l'application ne va pas se cracher comme avant, mais on va afficher un message pour dire à l'utilisateur, je clique sur code, donc pour dire à l'utilisateur qu'il y a une permission inexistante. Donc le code permettant de réaliser ce travail, le voilà. Donc, je supprime le start activity et je mets when context compat.self permission de this, virgule colon, égale à permission granted. Dans ce cas-là, on démarre l'activité. Dans le cas contrôle else, on affiche un message. Mais même ce travail, euh, il est limité, donc il nous manque, normalement, un message de confirmation doit être affiché pour activer directement cette permission, pour allouer la permission à notre application. OK? Pour bien comprendre le TP, voilà, pour comprendre cette fonctionnalité, on a travaillé étape par étape pour cela. On se contente pour le moment un simple message, mais maintenant on va ajouter donc une boîte de dialogue pour que l'utilisateur puisse allouer directement cette permission-là. Donc au lieu de ce toast-là, on va afficher un dialogue. Voilà, le dialogue, c'est le request permission. Voilà. Donc, request permission. Donc, on peut tester plusieurs permissions. Pour cela, request permission alpha S. Pour cela, le premier paramètre, ça sera un array, un tableau de permission. On a mis une seule permission, c'est call for, avec un request code. C'est équivalent à l'attente avec retour, avec l'attente explicite avec retour. Donc, on a mis là, un code 888 où on peut mettre
même une constante au lieu de 888 pour qu'on puisse récupérer donc le choix de l'utilisateur. Est-ce que le choix de l'utilisateur, il a choisi alloué ou non? OK? Donc, on va tester ça. Je clique sur call. Voilà, un message. Hello, app intent implicit to make and manage phone calls. Hello or don't hello. Lorsque je clique sur hello, voilà, cette allocation, elle est réalisée. Mais normalement, après request permission, je dois réaliser un start activity de nouveau. Pour cela, pour terminer le test, donc, la permission a été allouée. Et maintenant, lorsque je clique de nouveau sur call, le téléphone démarre. OK? Donc, pour que notre travail, ça sera bien fini. Donc, soit on met ici, bon, on ne peut pas mettre Start Activity parce que l'utilisateur peut cliquer sur Not Allowed. Mais la bonne réponse, c'est de récupérer la réponse de Request Permission. Et selon la réponse, soit on alloue et après on lance l'application directement, soit on fait aucun traitement. Donc, pour récupérer le request permission, le résultat de request permission, donc, comme vous avez fait au niveau des attentes explicites, vous avez utilisé on activity result pour récupérer les résultats des activités. Ici, on va travailler avec on request, on request permission result. Voilà. On request permission result. On va faire un test. If request code égale 888, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer notre... Donc, on va refaire tout ce travail. Voilà. Et on va démarrer notre intent. Start activity, call intent. OK. Donc, dans le cas, le request code, c'est 888 and donc le permission, permission égal, c'est notre permission, c'est call for, call for. Donc, permission, c'est à la fin S. C'est un erreur, et donc permission de 0. Normalement, la première permission égale call for. Donc, c'est quoi le problème? Request code égal, garant result, c'est OK. Ah, il nous manque ici une autre parenthèse. Voilà. And
Donc, et le garant result égale true. C'est quoi le type de garant result? And array. Garant result égale permission guaranteed. Mhm. Je vais chercher donc une petite documentation sur on request permission result. J'ai oublié vraiment donc l'utilisation. Donc, request code, un tableau de permission, un tableau de grant results. Pour chaque permission, donc, OK. Donc, c'est. Donc, le grand result du zéro, c'est-à-dire de la première permission, égal, permission granted. Dans ce cas-là, on va démarrer notre activité. On réexécute notre application. Call. Donc, la permission, c'est déjà garanti parce qu'il démarre directement. Donc, on va essayer de désallouer l'application, la permission, notre load. Maintenant, je lance mon application. Je clique sur Call. Et voilà, la permission déjà n'est pas allouée pour cela. Donc, lorsque la permission n'est pas allouée, donc, voilà, il va afficher request permission. Lorsque clique sur Allow, donc, on va récupérer ici ce clic. Si on clique sur Allow, on va lancer directement le call, on va allouer et on va passer directement à l'appel. Allow. Donc, j'ai une petite erreur. Le code, request code, c'est 888 hein, que j'ai utilisé ici. C'est 888. Mhm. Je vais changer la position de la permission. Donc, call. Donc, la permission, c'est déjà alloué, mais le problème, que l'appel téléphonique n'est pas réalisé. Donc, je dois désallouer avant tout, que je puisse tester mon code. Call. Voilà. Voilà. L'application, ça crache. Pour quelle raison? Fail delivering results. Request result moins un. C'est un défaut au niveau du code. Donc, je vais essayer de voir un exemple, Brabi, sur
sur ce request permission. Voilà. Je vais chercher un. Voilà, donc, exemple. De, de request permission results. Voilà. Donc, if request code égale le code de la permission, permission du email, permission de 0, c'est la première page. Grand result, le résultat, pour equals. Donc, on va enchaîner maintenant par le reste des atteintes implicites, c'est utilisation de caméra. Voilà, donc pour utiliser le caméra, donc on va utiliser le code suivant. Donc le caméra, voilà. Donc on va déclarer une intent intitulée cam intent. Donc qui utilise une action intitulée action image capture. Donc action image capture ne se trouve pas dans la classe intent, elle se trouve dans la classe media store. Puisqu'on on attend un résultat de cette intent-là, on va utiliser donc start activity for result avec donc l'appel de l'intent comme intent avec un code. Donc par exemple, soit on va mettre un code numérique ou on utilise une constante. On va mettre la constante pk et je dois la déclarer d'une façon globale. Voilà donc. Donc voilà. Pk égale, par exemple, 4. OK. Donc, voilà. Donc, je vais tester ce code. Je clique sur caméra. Et voilà, le caméra et l'appareil photo sont donc fonctionnels. Donc, le caméra de l'émulateur, je suis juste donc une simulation. OK. Je clique sur l'appareil photo. Et voilà la photo qui a été récupérée. Et j'ai deux boutons, soit accepter cette photo ou soit annuler donc la récupération. Donc, pour qu'on puisse récupérer le caméra, le résultat d'un intent, c'est équivalent à l'intent explicite. Donc, on va utiliser en activité result. En activité result. Voilà. Ici, à la fin de notre activité, on va utiliser en activité result. Voilà, je vais refaire en activité result. OK, voilà. Donc, pour gagner un peu de temps,
Donc, je vais faire un copier-coller de code. Voilà. Je vais commenter la dernière ligne. Donc, val extra égale data, le troisième paramètre de la récupération, c'est data. Donc, un petit rappel, request code, c'est le code. Donc, de préférence, on doit tester sur ce code-là. If request code égal. Donc, je dois mettre un double parenthèse. Voilà. Voilà. Égal request cam, que je request. Donc, le paramètre qu'on a utilisé, la constante, c'est quoi? On a déclaré une constante intitulée picam. Picam. OK. Voilà, donc égal. Pic, cam, and, and result code. Result code. Égal. Result, OK? Parce que si l'utilisateur utilise ce cancel, on n'a pas besoin de récupérer une image. On peut ajouter aussi and data différent de nul. Dans ce cas-là, on ouvre les accolades. Voilà. Donc, on déclare une variable intitulée par exemple extra qui va contenir le contenu de l'intent data, donc les extras de l'intent data. Voilà, donc le deuxième paramètre, c'est data. Donc, data.extra a permis de récupérer tous les extras, tous les paramètres renvoyés par cette intent-là. Je vais les sauvegarder dans une variable intitulée extra. Et maintenant, extra.get va récupérer donc, le contenu du paramètre ayant la clé date. Donc, on va récupérer le contenu du paramètre ayant la clé data. Je vais le convertir en bitmap. Je vais sauvegarder le résultat dans une variable intitulée image bitmap. Donc, ce code-là permet de récupérer l'image donc, dans une variable intitulée l'image capturée, bien sûr, dans une variable intitulée image bitmap. Mais comment on puisse visualiser donc, cette image-là? Donc, pour ce cas-là, on doit ajouter donc, une image view, par exemple, au niveau de l'interface pour qu'on puisse visualiser le résultat. Donc, au niveau de mon layout, de fragment first, voilà, je vais supprimer tout ce texte view. Je vais ajouter un image view. Voilà, qui va contenir par exemple un avatar. À gauche, c'est le parent. À droite, c'est le parent. En haut, je vais mettre en bas le parent aussi. En haut, je veux utiliser cette méthode-là. Non, c'est pas le cas. Je veux que le haut soit au-dessus du bouton. Donc, je dois agrandir. Je vais déplacer les mains. Je supprime la contrainte en bas. Voilà. Maintenant, et je vais utiliser maintenant, je vais refaire donc la contrainte en bas.
Ici, on va mettre 20 dp. Ici aussi, 20 dp comme marge. Et on peut mettre à largeur de 200 dp et en hauteur de 200 dp aussi. Voilà notre image. Donc, cette image, elle a un ID. Son ID, c'est image view. Donc, on doit déclarer au niveau de Kotlin une variable. On doit faire le fin du view entre eux, puis on peut affecter dans cette variable-là le contenu de l'image récupérée par le caméra. Donc, on va déclarer la variable img de type ImageView. Donc, var, img, deux points, image, view. Voilà. On doit ajouter donc latent. Cette image, donc img, on doit faire la correspondance entre img et ImageView. img égale fin de view by id, r.id.ImageView. OK. Maintenant, on peut utiliser la variable img. Yup, yup, yup. Voilà. Donc ici, on va utiliser donc ce code-là. On va enlever le commentaire img.set image bitmap. Notre image récupérée intitulée image bitmap. Voilà. On va essayer le test. Je vais réexécuter de nouveau. J'ai fermé donc le caméra, puis j'ai réexécuté de nouveau. Voilà notre application. Donc, certains peuvent donc poser la question où l'image view, donc, sachant que j'ai mis donc un avatar. Voilà. Mais l'avatar ne s'affiche pas juste donc dans le concepteur. L'effet de l'avatar, c'est seulement au niveau du concepteur. Donc, caméra, voilà. Je récupère une image, mais dans cette étape-là, je vais annuler cette récupération. Voilà, je ne trouve rien. Maintenant, je clique de nouveau sur caméra, je prends la photo et je clique sur OK. Donc, je renvoie result OK dans ce cas-là. Voilà notre image récupérée. Je vais tester une autre fois. L'émulateur a été fermé d'une façon brusque. Donc, en attendant le démarrage de l'émulateur, on va terminer notre travail par la dernière étape, c'est la récupération du contenu de notre galerie. Donc, pour cela, c'est mieux donc de mettre des images au niveau de la galerie parce que la galerie, par défaut du smartphone, de l'émulateur plutôt, elle est vide. Donc, soit je télécharge des photos après une navigation Internet, ou je fais des captures écran, des captures images et je l'enregistre au niveau de notre galerie. J'attends donc le démarrage de notre émulateur. On refait le test. Donc, caméra. Hop, je capture. OK. Et voilà. Maintenant, on essaie de récupérer à partir de la galerie. Pour cela, comme on a dit,
Je dois faire des images, des captures images. Donc, où il a le caméra? Donc, je vais voir la galerie d'images, ce qu'il contient. Elle est vide, hein. Donc, vous voyez. Donc, take a picture. Je vais chercher la caméra. Histoire Gmail. Voilà notre caméra. Ou appareil photo. Next. Je clique. Je prends plusieurs photos. Donc, j'ai capturé autant d'images. OK. Maintenant, je reviens au code. Donc, au niveau de Item Gallery, je vais donc écrire le code permettant de lancer, d'ouvrir donc la galerie, hein. Et après, on travaille sur la récupération de l'image sélectionnée. Donc, je vais prendre le code à partir de notre cours qui est en Java, mais ce n'est pas un grand problème. Je vais vous montrer ça. Voilà donc l'ouverture de la galerie en utilisant un code Java. Je vais le mettre dans un cadre Kotlin. Oups. Normalement, il va détecter que le code est Kotlin en Java et il me propose de faire une conversion automatique. Oups, pourquoi? Hmm, hmm. Voilà. CTRL V. Je vais supprimer ce commentaire. Peut-être il a fait un conflit. Ah, ah, OK. Même chose pour celle-là. Je vais faire un CTRL X, puis un CTRL V. Je vais faire un CTRL X. Je vais mettre ça dans un éditeur de texte, un bloc-notes. Maintenant, CTRL C. Je vais mettre ça. Voilà. Il y a un problème au niveau du code, il n'a pas pu le comprendre. Maintenant, notre code, il est euh, correct parce que ici, donc ça, normalement, doit être commenté. Cette ligne, elle n'est pas commentée, donc ça crée un conflit, hein. Maintenant, j'ai supprimé tout le commentaire. Et lorsque je fais un copier-coller, il m'a dit que le code, c'est en Java. Est-ce que vous voulez le convertir en Kotlin? Donc, c'est une bonne idée. Donc, même s'il y a du code en Java, on peut l'utiliser. Il va faire la conversion automatique. Donc, vous, lorsque vous cherchez une documentation, c'est pas un problème le travail en Kotlin. Même on peut trouver, chercher dans les documentations en Java. Donc, je vais cliquer Yes pour assurer la conversion. Et voilà, donc notre code il est converti en code Kotlin. Donc, va lancer une intent intitulée intent avec l'action action get content. Je vais mentionner le type de fichier à récupérer, c'est des images. Donc, image slash étoile pour dire que c'est des images. Comme d'habitude, pour récupérer un résultat, on utilise Start Activity for Result. On va démarrer l'intent et donc on va déclarer une constante ou une variable contenant le code. Voilà. Donc voilà. Peak image request ou peak galerie. Je vais la mettre peak galerie égale
4, 5, 6. Par exemple, on va lancer avec peak galerie. Voilà, peak galerie. Voilà, on teste ça. Donc, je clique sur galerie et voilà, j'ai pu donc ouvrir la galerie, mais j'ai pas travaillé sur la récupération de l'élément sélectionné. Donc, je vais travailler sur la récupération de l'élément sélectionné. Comme d'habitude, c'est au niveau de en activité result, c'est équivalent à l'intent explicite. Voilà, donc la méthode, la fonction en activité result, voilà, c'est pas request permission result. Request permission result, c'est pour récupérer les résultats des messages, des dialogues. Par contre, en activité result permet de récupérer les résultats d'autres activités, d'autres intents. Donc, je vais faire copier-coller ce if ici. Hop. Donc, le request code, c'est pick gallery. Le result code, ça sera result OK. Et le data différent de nul. Dans ce cas-là, on récupère le résultat ou le paramètre de l'intent date. Voilà. URI, file path égale data.getData. Donc, voilà. Malgré que c'est un code Java, il a fait la conversion. Donc, val, file path de type URI égale, donc je vais faire une correction manuelle, data, point, point get data, change file path de URI. Mhm. On doit mettre le point d'interrogation parce que get data peut envoyer aussi un nul. Hein. OK. Donc, voilà le file path. Il est du type URI. Il va contenir le chemin de l'image sélection- sélectionnée. Donc, avec ce chemin-là, on peut afficher cette image au niveau de notre image view, au niveau de la variable img. Donc, img.set. C'est pas image bitmap parce que j'ai pas un bitmap ici. Donc, j'ai un URI. Donc, normalement, cette image URI. Voilà. Cette image URI et je vais affecter le paramètre file path. J'exécute. Je clique sur galerie. Voilà. La galerie s'affiche. Je récupère une image à partir de galerie. Et voilà, l'image, elle est affectée. OK. Donc, normalement, on a terminé le travail des intents implicites. On a utilisé cette application système, l'application de messagerie, l'application de téléphonie en utilisant Action Deal ou Action Call, la galerie, la caméra. La galerie et la caméra, ce sont des intents implicites avec retour. On a pu récupérer les images de la galerie et l'image récupérée à partir de caméra. Et aussi, on a donc utilisé le browser et les mails.